Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Entretien avec Seb. Donc là, je fais une brève intro sur les rappels du principe de l'émission. C'est qu'en fait, vous êtes invité à venir partager quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas quelque chose que vous estimez nécessaire à la communauté. Ce peut être un témoignage, une conviction, une passion, le tout dans le respect et la bienveillance. Vous avez la possibilité avec moi d'avoir le visage flouté, de voir votre prénom changé si vous ne voulez pas être reconnu, ou même la voix changée, enfin le tout en même temps, c'est tout à fait possible, ou à visage découvert, c'est égal. Euh, je laisserai les commentaires ouverts dans la section, enfin, sur YouTube, dans la section commentaires. Cette chaîne, c'est aussi la vôtre, donc vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice. Maintenant, si je vois que dans les commentaires, il y a des choses assez désagréables, j'interviendrai dans la modération. Et si vraiment ça ne va pas, je couperai la section commentaires. Donc ça, c'est étant dit, le but, c'est vraiment de pouvoir être à l'aise et de s'exprimer vraiment dans la bienveillance. Je rappellerai aussi d'autres principes si jamais j'en oublie certains. Vous pouvez me contacter via mon adresse email que je vais mettre dans la description. Donc en principe, je vais publier une vidéo par mois. J'imagine le quatrième vendredi de chaque mois, sauf date symbolique. Je peux changer d'avis. En parlant de date symbolique, la vidéo aujourd'hui publiée le 19 novembre. Alors le 19 novembre, ce n'est pas une journée ordinaire puisque c'est la journée des droits de l'homme. C'est à peu près l'équivalent du 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes. Et donc, à ce titre, je vais vous présenter l'invité du jour, qui est Patrick Guillot. Bonjour. Bonjour Patrick, merci de vous être proposé. Patrick m'a contacté suite à l'appel que j'avais lancé sur les réseaux sociaux, donc Facebook et puis Instagram. Et donc, il m'a contacté pour me parler de la cause, parce que Patrick donc, est un militant antisexiste et plus précisément hoministe. Donc Patrick, je vous remercie une nouvelle fois. Donc je vais vous laisser vous présenter, vous parler un petit peu de votre combat, ce qu'est l'hominisme, et puis peut-être essayer de développer quelques discriminations dont les hommes peuvent être victimes, parce que ça reste encore malgré tout un certain tabou. D'accord. Alors, hominisme est un terme peu connu, bien qu'il ait une certaine ancienneté dans le langage. Donc, il est construit sur un radical latin, évidemment, homen hominis, l'homme. Mais en latin, ce mot désignait l'homme au sens d'humain, et pas seulement au sens de masculin. Donc l'idée de l'hominisme, c'est de défendre les droits des hommes et en même temps les droits des femmes, qui sont souvent les mêmes d'ailleurs, et pas seulement les droits des hommes. Alors, cette mouvance, bon, on peut dire à la fois qu'elle est éternelle parce qu'il y a toujours eu des hommes ou des femmes qui défendaient les droits des humains dans l'histoire, bien sûr, mais bon, plus précisément, c'est au début du XXIe siècle que diverses personnes ou divers courants se sont confondus pour s'accorder sur ce terme et sur ce combat. Donc il y a eu en particulier un psychologue québécois qui s'appelait Yvan Dallaire, qui a créé le mot, enfin, ou recréé, et qui a écrit un livre, entre autres, qui a un titre assez significatif, Homme et fier de l'être. Et Homme et fier de l'être, c'est un petit peu le contre-pied à l'idéologie sexiste dominante à notre époque, qui consiste plutôt à dire qu'il est honteux d'être un homme. Hein. Alors, il a été renforcé par un naturopathe suisse, John Gottland, qui était dans une situation très difficile parce qu'il était accusé il était sous le coup d'une accusation d'une ancienne compagne, accusation de viol. Et donc, il se rendait bien compte qu'il y avait ce climat idéologique dans la société qui incitait tous les hommes, enfin les femmes à désigner quasiment tous les hommes comme des agresseurs sexuels.
même s'il n'avait aucun rapport avec cela. Alors John Cottelen a réagi en militant contre cette idéologie. Il a écrit un livre et il a organisé au début des années 2000 à Genève un premier congrès de la condition masculine. Voilà, alors en France, il y a aussi des personnes qui se sont intéressées à ce mouvement, dont moi-même, et nous avons créé le GES, c'est-à-dire le groupe d'études sur les sexismes, qui est devenu une association très active. Alors vous voyez que l'idée du GES, c'est de lutter contre les sexismes au pluriel, c'est-à-dire contre les deux sexismes, puisque nous considérons effectivement qu'il y en a deux. Bon, la misogynie qui est très connue, et la misandrie qui est le sexisme contre les hommes, et qui est un mot qui est malheureusement très peu connu, même par des personnes assez cultivées, mais depuis les années 2000, nous essayons de faire le maximum pour le faire connaître, et bon, on peut dire que cela progresse, qu'il y a de plus en plus de personnes qui le connaissent, à tel point que certaines femmes ont cru bon, comme Pauline Armange, d'écrire des livres où elle se réclamait elle-même de la misandrie, donc d'une idéologie sexiste, tout en disant qu'elle n'était pas sexiste. Bon, les confrontations autour de ce problème du sexisme contre les hommes, les confrontations se développent et les questions se posent de plus en plus. Oui, je voulais rebondir justement par rapport à la définition de l'hominisme. Oui. Moi, je vois souvent maintenant dans les réseaux sociaux, ici et là, alors je ne sais pas si c'est la même chose, mais le lien avec ce qu'on appelle le masculinisme. Oui. Ça, c'est une grosse arnaque. Bon, il y a des gens qui ont cru malin de forger alors un autre mot qui serait en proposant de faire l'inverse du mot féminisme. C'est une absurdité parce que c'est pas intéressant de faire de l'antiféminisme ou de faire du contre-féminisme. Ce qui est intéressant, c'est de s'occuper des problèmes des hommes en complément au féminisme qui s'est occupé des problèmes des femmes. C'est pas l'un contre l'autre. Donc déjà, c'est un concept ambigu. Et puis alors, il est utilisé de différentes façons négatives, c'est-à-dire qu'il est utilisé par les médias pour discréditer toute action au service des hommes. Hein. Il y a tout individu, tout service qui essaye de résoudre ou d'atténuer une discrimination qui concerne les hommes, il est aussitôt qualifié de masculiniste, ce qui le dévalorise. Ça, c'est un concept qui est devenu clairement dévalorisant. Alors qu'en fait, le concept n'existe pas. Un concept en isme, c'est quelque chose qui est sous-tendu par une doctrine ayant une certaine densité, une certaine consistance. Une doctrine et un programme. Hein. Le marxisme, le socialisme, le fascisme, le maoïsme, etc., sont tous des mouvements qui s'appuient sur une doctrine solide et sur des revendications solides. Or, les quelques individus qui sévissent sur les réseaux sociaux et qui sont soit qualifiés de masculinistes, soit qui se désignent eux-mêmes comme masculinistes, ce sont en général des provocateurs qui font le buzz avec des propositions complètement aberrantes comme la suppression du mariage ou comme des insultes ou des plaisanteries à l'encontre des femmes, de toutes les femmes, ce qui est complètement contre-productif. Alors, nous faisons bien attention à ne pas être confondus avec ces gens-là, et notre ligne, c'est ni misogynie, ni misandrie, ni l'un ni l'autre, aucun des deux sexismes, mais un combat pour l'égalité des sexes, pas l'égalité en soi qui n'a pas de signification, mais l'égalité en droit et en devoir. Ouais. Oui, d'accord.
Alors justement, tout ça, ça me fait poser pas mal de questions finalement. Quel genre de sexisme sont victimes les hommes? Parce que c'est vrai que on n'entend pas spécialement beaucoup. Alors peut-être de plus en plus, j'entends peut-être le phénomène des hommes battus et encore. Donc ça serait bien si tu pouvais nous donner quelques exemples. Alors, je peux donner quelques exemples, on va en prendre quatre hein, pour faire court, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Alors, ce qui me paraît la discrimination la plus forte et la plus évidente et la plus scandaleuse, parce qu'elle est inscrite dans la loi explicitement et qu'elle ne suscite aucune protestation des politiques, c'est celle qui tourne autour des paternités imposées. Hein. Donc, on a un couple qui n'a pas, a priori, de projet d'enfant, et puis la conjointe se débrouille par divers artifices pour tomber enceinte alors qu'il n'en était pas question du tout, et faire un enfant, et proclamer sa volonté d'élever cet enfant, soit toute seule, soit avec son conjoint qui a priori n'en voulait pas. Et dans la loi, alors il n'y a aucune mesure pour empêcher ça, et puis il n'y a non plus aucune mesure pour permettre au conjoint qui a été trompé, on pourrait dire qui a été violé, hein, il n'y a aucune mesure pour lui éviter de subir les conséquences de cet acte. C'est-à-dire qu'il est tenu par la loi soit de reconnaître l'enfant et d'assumer ensuite une partie de son éducation, soit ne pas le reconnaître, mais d'apporter jusqu'à la majorité de l'enfant une contrepartie financière. Et alors il y a discrimination et il y a aussi maltraitance morale en quelque sorte, parce qu'il est terrible pour un géniteur de constater qu'il est placé entre deux choix, soit renoncer totalement à un enfant qu'il a fait, et alors il devient un abandonneur, soit prendre en charge une partie de l'éducation de cet enfant qu'il n'a pas voulu, et en collaboration avec une femme qu'il a grossièrement trompée. Voilà. Et alors on voit la discrimination vraiment quand on considère au contraire le nombre de possibilités que dont les conjointes disposent pour renoncer à une naissance non voulue. Les conjointes, si elles sont enceintes par accident ou contre leur volonté, alors d'abord elles ont la contraception, mais ça c'est qui opère avant. Si elles sont enceintes malgré leur volonté, eh bien, elles disposent de la pilule du lendemain, elles disposent de l'IVG et elles disposent aussi de l'accouchement sous X. Voilà, donc il y a un déséquilibre total des droits et des devoirs entre les deux sexes. Donc en fait, l'idée, ce serait quoi? C'est de pouvoir proposer aux hommes finalement le pouvoir de pouvoir renoncer à une paternité dite imposée. Oui, alors il faudrait que les hommes en couple qui ne veulent pas d'enfants aient une possibilité de renoncer à l'enfant s'il leur est imposé. Ce qui est relativement difficile à organiser, il faudrait trouver un système où ils puissent le déclarer officiellement dès le début de la liaison, enfin sous une forme officielle, de façon à pouvoir après montrer qu'ils étaient de bonne foi, qu'ils ont été trompés. Ouais. Mais il est vrai que dans la vie d'un couple qui se forme, c'est difficile de penser à faire des formalités de ce genre. Ouais, c'est sûr. Il y a plus gay quand même. Donc, c'est entendu. Est-ce que maintenant on pourrait justement parler des phénomènes des hommes battus? Oui, alors on peut parler du
phénomène des hommes battus. Donc la formulation homme battu est symétrique de la formulation femme battue, qui est très connue évidemment. Alors que la formulation homme battu est connue depuis quelques temps. Donc c'est la même chose que le mot misandrie. Au début des années 2000, alors en France, personne n'imaginait, ou presque, qu'il puisse exister des hommes victimes de violences conjugales. Et il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de militantisme, beaucoup de témoignages pour que ça pénètre un petit peu les esprits, et encore ça n'est pas joué. Alors que, bon, aux USA, au Québec, le concept est entré dans la vie publique beaucoup plus tôt. Donc, tout ça, ça fait partie de la misandrie. Hein. La misandrie, les idéologues misandres disaient, auparavant, les hommes battus n'existent pas. Maintenant, qu'on a prouvé le contraire, ils disent, les hommes battus existent, mais ils sont beaucoup moins nombreux que les femmes battues. Et ils continuent de contredire la réalité. Hein. Donc en fait, dans un premier temps, il y a eu une négation totale du phénomène, et ensuite une relativisation. Une relativisation, oui. Alors, ça n'empêche pas il y a aussi des gens de bonne volonté qui sont étonnés quand on leur explique la réalité de ce phénomène, parce qu'ils disent, les hommes sont musculairement plus forts, donc on ne voit pas bien comment une femme pourrait prendre le dessus sur eux et leur infliger des violences physiques. Et c'est un raisonnement qui est biaisé, parce que justement la possibilité d'exercer une violence conjugale sur un conjoint relève du psychique, de la domination psychique. Et ça, une femme est tout à fait capable d'exercer une domination psychique sur un conjoint. Et quand il est dans cet état, le conjoint ne peut plus se défendre physiquement. Il ne peut plus utiliser ses forces physiques. Il est complètement paralysé, en quelque sorte. Donc, une femme peut utiliser ses poings, mais si ses poings ne font pas assez mal, elle peut utiliser une fourchette, un couteau, une chaise, une table, etc. etc. Voilà, ça a été très difficile à faire entrer dans l'esprit de l'opinion. Et donc, il y a encore 20 ans ou 30 ans, peut-être, on se moquait des femmes battues quand on les évoquait, ça suscitait l'ironie. Et il y a eu toute une période, peut-être qui continue maintenant, où on se moque des hommes battus et où ils suscitent l'ironie. Donc notre travail, c'est de continuer à faire de l'information sur ce sujet et arriver à faire comprendre au public qu'il n'y a aucune raison de se moquer, que ce sont des hommes comme les autres, simplement qui ont une faiblesse psychologique du fait d'événements liés en général à leur enfance. Oui, en fait, le fait de se moquer des hommes, c'est surtout lié de base au stéréotype de l'homme fort, de l'homme violent, dominant, sans sentiment, qui fait qu'en fait, c'est impensable de s'imaginer qu'il puisse y avoir des hommes battus. Oui, c'est ça. Le stéréotype bourgeois de l'homme fort, ça veut dire que l'homme est fort, alors musculairement bien sûr, mais il est insensible en quelque sorte aux aléas de la vie. Il est impassible, il n'a pas de sentiments, il n'a pas d'émotions, il est blindé en quelque sorte. C'est ça le stéréotype du 19e, du 20e siècle dans lequel certains vivent parfois encore. Donc s'il est blindé, il ne ressent aucune agression, aucune attaque. Ils sont tout aussi susceptibles d'être blessés moralement, même de manière profonde, s'ils l'ont déjà été antérieurement. Mais la misandrie, ça consiste à maintenir cette image de l'homme brutal,
insensibles, immatures aussi. Et alors, effectivement, si on considère que les hommes sont comme ça, sont des Robocop, on peut imaginer qu'ils sont capables de toutes les violences. Ça, c'est un mythe, une mythologie en quelque sorte. Oui, alors la misandrie, je suppose qu'elle s'exprime aussi dans la manière où sont traités les hommes battus par rapport aux femmes battues. Donc l'idée, c'est pas de dire il y a plus de femmes battues et moins d'hommes battus en règle générale. Enfin, en fait, pour moi, la discrimination, elle réside dans le fait qu'il n'y a peut-être pas de structure adaptée pour les hommes victimes de violences de la part de l'État. C'est pas pris en compte de la même manière. Il n'y a aucun fonds public qui est alloué à la défense, ou en tout cas qui est lié à la problématique de l'homme battu, en fait. La misandrie, j'imagine qu'elle Oui, s'exprime comme ça. oui. Bah, dans nos sociétés, et depuis 30-40 ans, l'État, sous l'impulsion des associations féministes et des féministes, ont mis en place beaucoup de structures de prévention, d'aide, de soutien et de répression contre les violences, donc de structures au service des femmes battues. Donc il y a un ministère, déjà un ministère de l'égalité, mais qui ne s'occupe que des femmes. Il y a des appartements d'urgence où les femmes battues peuvent se réfugier avec leurs enfants, si possible, donc avant même qu'il y ait eu une plainte ou un procès. Il y a des associations où elles peuvent aller trouver du soutien, trouver des aides, trouver des appartements, etc. Et il y a des numéros d'appel. Alors le numéro d'appel le plus connu, c'est le 3919. Donc c'est un numéro qui est dédié en théorie aux victimes conjugales. Mais là, on constate la discrimination, à savoir que dans toute sa publicisation, le 3919 montre beaucoup d'images. Il ne montre dans ces images que des femmes victimes et des hommes bourreaux. Hein. Et Finalement, c'est ça la discrimination. C'est ce qui dissuade les hommes d'appeler le 3919, parce qu'en fait, c'est un peu le message. C'est un centre d'appel pour les deux genres, mais on affiche que les femmes. Donc en gros, ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas y aller, mais ça dissuade quand même, parce que finalement, on se rend bien compte au visuel que c'est adressé exclusivement qu'aux femmes, en fait. oui, oui, c'est une manipulation. Hein, C'est comme l'apartheid. C'est pas écrit que les toilettes sont interdites aux noirs, mais c'est écrit réservé aux blancs, quoi. Oui, oui. Voilà, alors le 3919 fonctionne très bien. Il y a semble-t-il, des dizaines de milliers d'appels par an. Et sur ces dizaines de milliers d'appels, seuls 1% sont le fait d'hommes. Et encore, ils ne téléphonent pas forcément pour eux-mêmes, ils téléphonent pour le voisin ou pour le cousin, etc. Voilà. Et c'est un cercle vicieux, à ce moment-là, les idéologues militants nous disent que, bon, bah, finalement, les hommes n'ont pas besoin du 3919, ils n'en ont pas besoin. Alors, en ce moment, il y a une petite campagne du collectif Défendre les enfants qui a lancé une pétition, et puis pour l'ouverture du 3919 aux hommes, et qui a réussi à inciter 9 parlementaires, pour l'instant 9, à poser une question au gouvernement pour demander cette ouverture aux hommes. Mais il ne faut pas se faire trop d'illusions, c'est peut-être pas encore demain que cette ouverture se fera, puisque la gestion du 3919 est sous-traitée par le ministère de l'Égalité à la FNSF, Fédération Nationale Solidarité Femmes, qui est une association très puissante et qui, elle, veut tenir le morceau pour elle toute seule. Bon, bah, c'est très clair, c'est très clair. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous parler du phénomène des fausses accusations d'abus sexuels? Ça, c'est des choses relativement médiatiques, on en entend quand même un petit peu plus avec le mouvement MeToo. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Bah, en tout cas, on entend beaucoup parler d'accusations sexuelles sans qu'on sache a priori si elles sont vraies ou fausses. Encore que dans certains médias ou dans la bouche de certains idéologues,
ou de certaines femmes accusatrices, il n'y a pas photo, quoi. Les accusations, du moment qu'elles viennent de femmes, elles sont vraies. Et l'un des slogans du mouvement MeToo, c'est « On vous croit ». Ce qui ne veut absolument rien dire, hein. En matière de délit et de crime, une fois qu'on a constaté le délit, on n'a surtout pas à dire « On vous croit ». C'est le commencement de l'enquête. Dans l'enquête, on ne croit personne. Après, on croit quand on a constaté des faits, quand on a prélevé des ADN, quand on a entendu des témoignages, quand on a fait des recoupements, etc. Alors, dans toutes ces accusations, nous avons constaté qu'il y a une masse énorme de fausses accusations. Et quand je dis ça, je ne parle pas des procès qui se terminent par acquitté en l'absence de preuves. Il est vrai qu'il y a souvent absence de preuves dans ces cas-là. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé exactement, on ne peut pas condamner. Mais comme il y a un doute, là je n'en tiens pas compte. Je dis simplement qu'il y a une masse de fausses accusations avérées parce que soit la mise en cause a fini par reconnaître qu'elle mentait, bon, donc là il n'y a plus de doute, c'est l'affaire Le X est cher, soit l'enquête et le procès ont montré qu'il y avait des contradictions évidentes dans le scénario proposé par la plaignante, c'est l'affaire John Gutland, et donc on ne peut pas parler de viol ou d'agression sexuelle, c'est complètement inventé. Alors là, on est devant un phénomène extrêmement grave, parce que c'est devenu une espèce de mode de vie, hein, pour certaines. On pourrait même parler de culture de la fausse accusation. Il y en a tous les jours, tout le temps, souvent à partir de très peu de choses, hein. Ça peut être un compliment adressé à une femme et ça devient une agression sexuelle. Elle porte plainte pour agression sexuelle. Ou elle porte plainte pour viol, mais le concept de viol a subi une extension extraordinaire au fil des années. C'est-à-dire, une plaignante va dire j'ai été violée parce qu'il m'a mis une main aux fesses, par exemple. Voilà. Alors que la définition du viol, c'est pénétration, etc. Et bon, j'avoue qu'il y a un tel déferlement qu'il est difficile de déterminer ce qu'il faut faire, à part répéter aux juridictions, demander aux juridictions d'être prudentes, de plus en plus prudentes, avant de porter des condamnations, hein, parce que il y a un phénomène de contagion. On a l'impression que le succès des fausses accusations lancées par certaines femmes a entraîné d'autres femmes à lancer ces fausses accusations et qui en ont encore entraîné, etc. hein. Alors que là-dessous, comme motivation, il y a souvent des vengeances. Bon, une femme abandonnée par un homme, bon, elle se venge. On a parlé des cas de divorce. Donc, dans les divorces, il y en a beaucoup. C'est-à-dire pour obtenir la résidence des enfants, la conjointe accuse son conjoint d'avoir abusé sexuellement des enfants, ce qui est monstrueux, évidemment. On a le cas dans l'éducation d'élèves filles qui veulent se venger d'un prof masculin et qui racontent qu'il leur a fait des propositions, etc. Il y a beaucoup de scénarios. Il y a certaines femmes aussi, c'est simplement qui considèrent qu'elles ne sont pas assez considérées dans leur entourage, dans leur environnement, et qui lancent une fausse accusation, ce qui leur fait devenir des vedettes immédiatement. Les médias les sollicitent, la police et les associations les soutiennent moralement. Elles deviennent des stars en très peu de temps, en quelque sorte, ce qu'elles ne seraient jamais devenues autrement dans leur vie. Alors ça participe du climat instauré par la misandrie, qui est un climat de défiance absolue contre les hommes. Ça se manifeste comme ça. Oui, d'accord. Je voulais rebondir justement parce que tu parlais des pères qui se font accuser d'agression sexuelle sur les enfants et tout. Ça me fait penser justement
en matière de droit matrimonial, en matière de résidence alternée? Est-ce que les hommes sont-ils égaux aux femmes en la matière? Ben, ils sont égaux dans la loi, mais la loi est appliquée par les juges aux affaires familiales de manière discriminatoire. Alors, il existe bien dans la réalité juridique la possibilité de résidence alternée des enfants après le divorce. Bon, ça demande un certain nombre de conditions. Il faut que les deux parents vivent dans le même quartier pour que les enfants gardent la même école. Il faut que les deux parents puissent accueillir de manière confortable leurs enfants, c'est-à-dire qu'il faut des appartements adaptés à cela. Puis il faut que les deux parents aient des revenus suffisants pour assumer ces deux domiciles. Et on constate que, alors ça n'est pas toujours possible, mais on constate que même quand c'est possible, il y a toujours un nombre important de mères qui exigent d'accueillir les enfants en résidence principale chez elles. Et elles n'ont pas d'argument, en dehors de l'argument culturel sous-jacent et traditionnel, que les mères seraient mieux aptes à assurer l'éducation de leurs enfants. Ce qui n'a jamais été démontré, ce qu'il est impossible de démontrer, car les pères en sont tout aussi capables. Donc, je ne parle pas des pères non motivés, ou même, on peut dire, des pères indignes qui disent, bon, les enfants, ça, je m'en moque, c'est ma femme qui s'en occupe. Je parle des pères qui sont motivés pour avoir la moitié du temps leurs enfants avec eux. La démarche des mères qui veulent garder leurs enfants pour elles-mêmes, de manière possessive, s'appuie donc sur cet a priori culturel très ancien, de surcapacité des mères à éduquer, et puis elle s'appuie aussi sur divers procédés pas très reluisants qu'utilisent les mères pour discréditer les pères. Donc elle les accuse de mauvais traitements sur les enfants. C'est de l'aliénation parentale, c'est ça? C'est l'aliénation parentale, c'est-à-dire c'est le processus qui consiste à salir et à déconsidérer l'autre parent. Un processus exercé par l'un des parents, ouais, de diffamation, de dénégation face aux enfants pour discréditer l'autre parent, ouais. Ce qui fait que, ayant subi ce conditionnement pendant 6 mois ou 1 an ou 2 ans, un enfant qu'on savait ou qu'on voyait très attaché à son père, très très attaché à son père, se met à rejeter son père en arguant de raisons qui en fait lui ont été données par la mère. Donc le résultat, c'est que la résidence alternée étant dans la loi, finalement, beaucoup de pères qui la demandaient et avec des conditions matérielles qui correspondaient parfaitement, se voient refuser cette résidence alternée et se retrouvent privés de leurs enfants, peut-être pendant toute la croissance de ceux-ci. Et leur calvaire s'ajoute le fait que certaines mères s'amusent à ne même pas présenter les enfants lors des week-ends qui sont consacrés au père. Ah oui. On appelle ça la non-représentation d'enfants, qui est un délit qui se développe sans frein parce que, bon, bien sûr, on peut porter plainte, mais la police étant tellement débordée de nos jours, elle considère que c'est un problème mineur, donc elle ne fait pas de constat ou elle ne fait pas d'enquête ou trop peu. Donc il y a très peu de condamnations. Donc les mères qui font des non-représentations d'enfants constatent vite qu'elles sont dans l'impunité totale et qu'elles peuvent recommencer sans problème. Ce qui contribue à détruire un peu plus moralement le père. Donc là, il y a une
discrimination par ça n'est pas dans la loi, mais c'est la non-application de la loi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que là, tout ce que tu es en train de décrire depuis le début, les discriminations fondées contre les hommes, finalement, ça remet en tout cas, à mon sens, à mal la notion de domination masculine et de patriarcat. Et donc, j'ai l'impression, dans ce que je peux lire ici et là, qu'il y a quelques concepts qui sont, à mon avis, qu'on peut débunker, qu'on peut contredire, mais notamment, je dirais, cette fameuse domination masculine. Alors, je ne sais pas si domination masculine et patriarcat, c'est la même chose, mais tu peux peut-être nous dire quelque chose à ce sujet. Oui, bah, patriarcat, c'est-à-dire le règne du père, donc c'est un aspect de la domination masculine, oui. Sauf que les idéologues misandres étendent la notion de domination masculine pratiquement dans tous les secteurs de la société, pas seulement celui de la famille, hein, ils l'étendent dans Le travail. le travail, l'entreprise, les instances politiques, etc. Alors, il y a un constat qu'on peut faire. Alors, à notre époque, et depuis déjà un certain temps, à notre époque, il n'y a plus de métiers interdits aux femmes. Hein, donc il y a des femmes, même dans les métiers qu'on considérait absolument comme totalement réservés aux hommes, parce qu'il semblait impossible que des femmes y entrent. Donc les métiers de l'armée, les métiers très musculaires du bâtiment, les métiers comme bûcheron par exemple, bon, il y a des femmes, donc elles peuvent y accéder. Et dans les métiers où il y a moins de nécessités musculaires, non seulement elles sont entrées, mais elles sont devenues majoritaires. Donc il s'agit par exemple de l'éducation nationale, de la médecine, de la magistrature, etc. Bon. Donc on voit bien, on ne voit pas bien où il y a domination masculine. Alors il y a le problème des salaires ou de la progression professionnelle qui est souvent posée par les idéologues misandres, qui disent il existe un plafond de verre organisé par les hommes en général, parce que les misandres disent toujours les hommes en général, hein, pour empêcher les femmes de progresser professionnellement et salarialement. Donc en fait, c'est tous les hommes qui se seraient mis d'accord pour empêcher les femmes. Ça semble Oui, oui, limite complotiste quand même. Ça serait un complot, Mmh. ça paraît difficile à organiser matériellement, mais les idéologues misandres vous diront que c'est en quelque sorte intuitif. Il y a, C'est dans la nature. les hommes devinent entre eux, sont solidaires entre eux instinctivement, sans avoir besoin de se concerter pour organiser le barrage des femmes. Voilà. Et bon, ça ne tient plus debout, ce plafond de verre, puisque depuis 30 ans, au contraire d'un barrage, il y a une progression professionnelle des femmes dans tous les aspects de cette progression. Il y a progression des salaires, il y a progression du nombre de femmes qui travaillent, il y a progression dans l'importance des postes qui sont obtenus, il y a une progression générale. Donc il suffit de consulter les chiffres pour constater que ce plafond de verre n'existe pas. Par contre, alors à l'inverse, curieusement, il y a des métiers, il y a un certain nombre de métiers aujourd'hui où on ne voit plus d'hommes. Il n'y a pas de loi qui les empêche de les exercer, mais simplement la pratique, c'est devenu, dans ces métiers, de ne plus embaucher que des femmes, pour des raisons qui peuvent être intéressantes d'ailleurs, mais c'est quand même une discrimination. Donc, vous avez le secrétariat, par exemple. Il y a des hommes qui voudraient être secrétaires, c'est un métier tout à fait respectable. Mmh. Mais c'est fini, on ne prend plus que des femmes. Ils sont au chômage, on ne prend plus que des femmes pour travailler dans ces domaines. Ouais, peut-être avec quelques exceptions et encore, mais c'est vrai, effectivement, on ne voit pas beaucoup d'hommes au métier de secrétariat. Moi, je pensais surtout aux métiers liés à la petite enfance.
Ben oui. Alors, il n'y a aucune loi qui interdise à des hommes d'être assistants maternels, d'être instituteurs, d'être cadres dans une colonie de vacances, etc. Mais on constate qu'il y en a de moins en moins. Et là, ça vient plutôt de l'image qu'ont de ces hommes l'opinion publique. Alors c'est de nouveau l'image traditionnelle qui intervient, un homme qui s'occupe de petits-enfants, est-ce qu'il est capable, c'est valable pour les accoucheurs aussi, Ah oui. un homme qui s'occupe de petits-enfants, est-ce qu'il est vraiment capable, d'habitude c'est les femmes, etc. Et puis il y a eu la dramatique révélation des affaires de pédophilie, donc qui ont été révélées, et c'est une très bonne chose. Un certain nombre d'hommes pédophiles ont été condamnés, mais l'idée est restée que, alors alimenté toujours par les idéologues misandres, hein, est-ce que tous les hommes, ou peut-être beaucoup d'hommes, ne seraient pas pédophiles, et justement ceux qui essayent d'entrer dans les métiers de l'enfance. Donc méfions-nous, hein. Donc je sais qu'il y a des colonies de vacances qui ne prennent plus de jeunes hommes pour les encadrer, parce que soit ils croient qu'il y a un danger, soit ils savent que les parents, eux, considèrent qu'il y a un danger et qu'ils vont faire pression ou qu'ils ne vont pas s'inscrire à cet endroit-là, tout simplement. Hein. Ouais, c'est cette espèce de suspicion de potentiel agresseur sexuel qui fait qu'aujourd'hui, dans d'autres domaines, typiquement dans le prêt-à-porter, tu vois jamais d'hommes dans les boutiques de prêt-à-porter féminin. Mais dans les boutiques de prêt-à-porter masculin, tu trouves aussi bien des femmes que des hommes. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, c'est le même processus. Bon, il y avait des métiers, il y a un siècle, il y avait des métiers interdits aux femmes, mais pas forcément dans la loi, mais parce que c'était la coutume. Pas de femmes médecins, pas de femmes magistrates. Bon, maintenant c'est l'inverse. Pas d'hommes secrétaires, pas d'hommes instituteurs, etc. D'accord. Maintenant, on peut passer à un autre sujet que tu pourrais peut-être que vous pourrez peut-être nous développer, qui est le sujet des féminicides. Oui. Alors, le concept de féminicide, qui est lui aussi assez ancien, mais était peu utilisé jusqu'à présent, il connaît en ce moment une certaine gloire. Il est utilisé à toutes les sauces. Il est utilisé entre autres par les idéologues misandres et par les médias dès qu'il y a un meurtre de femme. Il y a un meurtre de femme, donc par son conjoint. On n'en connaît pas les raisons, on ne sait pas ce qui s'est passé dans le couple, l'enquête n'a pas encore commencé, et les médias nous disent déjà qu'il s'agit d'un féminicide. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les idéologues misandres ont assez de capacité et de pouvoir pour changer le sens des mots dans l'esprit des gens. Donc, féminicide, étymologiquement, signifie, ça vient toujours du latin, hein, meurtre d'une femme. Et on pouvait très bien l'utiliser dans le langage courant dans ce sens-là. Et ils ont réussi à changer le sens et à imposer un autre sens qui est meurtre d'une femme en raison de son sexe, ou meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. Donc c'est en fait le meurtre sexiste d'une femme. Il s'agirait de cela maintenant. Alors c'est une manipulation idéologique et c'est une absurdité parce que, bon, bien sûr il y a trop de meurtres de femmes, mais ils ne sont pas forcément motivés par la haine de toutes les femmes. C'est même sans doute très rare que ça soit le cas. Donc dans les couples, une femme peut être tuée par son conjoint parce que la mésentente entre eux a atteint un niveau passionnel extrême et que
l'homme se laisse emporter par sa folie en quelque sorte, comme ça peut être la femme d'ailleurs qui peut se laisser emporter par la folie et tuer son compagnon. Il y a plusieurs raisons au fait qu'un homme tue sa propre femme, malheureusement. Et bon, l'une des raisons ça apparaît dans toutes les statistiques, c'est que ça peut être l'euthanasie, c'est-à-dire que la femme souffre tellement d'une maladie incurable qu'elle demande à son compagnon de mettre fin à ses jours et bon, effectivement, il la tue. Mais par définition, ça n'est pas du tout la haine des femmes qui est le moteur, c'est plutôt l'amour d'une femme. Hein. On peut supposer que ça ne l'amuse pas, l'homme, de tuer sa compagne. Voilà. Et alors, les idéologues ne prennent pas du tout en compte ces considérations et ils essayent, avec un certain succès, d'insérer dans l'esprit du public que les hommes ont déclaré la guerre aux femmes. Les hommes, tous les hommes, ont déclaré la guerre aux femmes. C'est la guerre des sexes. Et que toutes les femmes sont en danger et qu'à tout moment, elles peuvent être l'objet d'une tentative de meurtre de par leur conjoint ou de par d'autres hommes. Parce que statistiquement, c'est quoi la proportion de femmes qui est tuée par leur conjoint? Chaque année, il y en a entre 120 et 150, ce qui est trop. C'est ce qu'on considère être des féminicides. En tout cas, la société vend ça comme étant des féminicides. Oui, ils sont vendus comme des féminicides. Donc voilà, des meurtres sur des femmes parce qu'elles sont femmes. Oui. D'accord. Tout au plus. Et puis on constate finalement que ce n'est pas le cas pour les raisons que vous avez développées. Alors effectivement, c'est vrai que la société a tendance à surréagir. Maintenant, c'est vrai que ce qu'on ne dit pas, c'est que s'il y aurait tout au plus 150 féminicides, ça voudrait dire qu'il y aurait 99,999% des conjoints qui ne tuent pas leur compagne. Oui, il y aurait 150 féminicides pour 32 millions d'hommes résidant en France et 35 millions de femmes. Donc ça veut dire que plus de 31 millions d'hommes ne commettent pas de féminicide et plus de 34 millions de femmes ne subissent pas de féminicide. D'accord, très bien. Ce qui ne veut pas dire que ça ne doive pas être condamné et poursuivi absolument. Avec efficacité. Oui, absolument. Merci Patrick, le temps passe, je propose que nous concluons. Oui. Alors, j'avais encore quelques petites questions finalement, c'est pour les spectateurs qui sont intéressés, en tout cas qui ont bien capté le message, comment est-ce qu'on peut faire pour rejoindre la cause hoministe? Alors, il y a 2 sites qui peuvent être consultés. Donc, il y a mon site personnel, lacausedeshommes.com, donc c'est la-cause-homme.com, c'est facile à trouver. Il y a le site de notre association, le groupe d'études sur les sexismes, et le site est g-e-s.fr, facile à trouver également. J'ai écrit d'autre part plusieurs livres sur le sujet. Donc par le web, vous pouvez trouver par exemple le livre sur la misogynie qui s'appelle Misogynie, misandrie, il y a 2 sexismes. Et vous pouvez trouver aussi Quand les hommes parlent. Et c'est signé Patrick Guillot, j'ai lu de Zéloté. De toute façon, je mettrai tous les liens en description si vous êtes intéressé. Voilà, donc je propose qu'on s'arrête là. Merci Patrick, merci de nous avoir suivis. J'espère que l'émission vous a apporté quelque chose, que ça vous a intéressé. Je vous dis à une prochaine vidéo pour d'autres sujets et en attendant, portez-vous bien.